Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour un Catullus spécial bilan de la première semaine du Black November. Autant vous dire qu'il a extrêmement bien commencé chez moi. J'ai fait 3 lectures thriller, dont le roman qui était prévu pour la première semaine. Je vais vous en parler. Donc, bon, et vous me direz qu'il n'y a que 3 lectures. Oui, déjà, c'est pas mal, hein. Voilà. Donc, on va commencer par la première, n'est-ce pas? Donc, j'ai lu Les Ténèbres et la Nuit de Michael Connelly, publié aux éditions Calman Levy Noir. Il s'agit du 4e tome des enquêtes de Harry Bosch et René Ballard. Alors ici, dans Les Ténèbres et la Nuit, on retrouve donc René Ballard dans son quart de nuit où on se retrouve à la veillée de la Saint-Sylvestre. Et c'est un peu chaud patate à Los Angeles à ce moment-là. Donc on a requis l'intégralité des forces de police qui devaient patrouiller en tenue pour bien montrer la présence policière. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, sévissent dans les rues de Los Angeles un duo de violeurs qu'on appelle les hommes de minuit. Ils entrent dans les maisons et font subir des viols à répétition sur leurs victimes. Et potentiellement, il s'avère que les hommes de minuit devraient potentiellement agir la fameuse nuit du 31 décembre. Pendant son quart de nuit, Ballard est appelé sur les lieux d'une fusillade, parce que voilà, au passage des 12 coups de minuit, les gens ne trouvent pas mieux que de tirer des coups de pistolet en l'air. Sauf que, apparemment, il y a quelqu'un qui s'est quand même pris une balle dans la tête. Donc, elle est appelée sur le lieu de la fusillade, dans un petit garage. Apparemment, au vu des premiers éléments de l'enquête, la victime faisait partie d'un des gangs assez réputés de Los Angeles, mais il avait racheté sa liberté et coulé des jours potentiellement heureux dans son garage. Et René, ça la titille, ça suscite un petit peu son intérêt, et elle n'a pas spécialement envie de retransmettre cette affaire à la brigade de jour. Donc elle va faire des pieds et des mains pour garder cette affaire, en plus de l'affaire des hommes de minuit. Et elle va convaincre son chef de conserver cette affaire un peu plus longtemps que prévu, d'autant plus que la fameuse brigade de jour a d'autres chats à fouetter et une fusillade un peu plus smart et un peu plus bankable à s'occuper. Donc ça les arrange très bien qu'un inspecteur du quart de nuit s'occupe de cette affaire. Et donc, au vu des premiers éléments de l'enquête, la balle qui a été tirée correspond à une autre affaire qui a été instruite par Harry Bosch. Donc René va aller voir son acolyte et tous deux vont essayer aussi de résoudre leurs 2 affaires, parce que l'affaire de Harry Bosch n'avait pas trouvé de résolution. Donc avec ce rebondissement, ils vont tous les deux essayer de résoudre leurs enquêtes respectives. Alors dans ce roman, on se retrouve dans un Los Angeles post-pandémie Covid. Alors, je dis post-pandémie Covid, on se trouve à peu près à l'époque de la fin du premier déconfinement. C'est-à-dire, on est mai, juin. Voilà, on a passé le premier confinement quasiment mondial où la pandémie nous est tombée sur le coin du museau. Et donc, voilà, il y a les masques, les premières vaccinations se font aux États-Unis, donc on est à peu près dans cette période-là. Sauf que là, Michael Connelly, il nous montre
comment les forces de police ont perdu énormément en crédibilité, et surtout, ils dénoncent le manque criant de moyens de la police de Los Angeles et de la police américaine dans son ensemble. Parce que voilà, il y a pas d'argent, donc il y a des services qui sont supprimés. Donc forcément, la présence policière sur le terrain est amoindrie. Ajoutez à cela des drames comme ceux de George Floyd qui tyrannissent le blason de la police pour un policier qui a commis l'irréparable, qui a commis une faute. L'entièreté de cette faute rejaillit sur l'intégralité des agents de police. Donc autant vous dire que le public américain, il aime plus sa police. Il la regarde un petit peu de traviole. Et autant vous dire que là, Michael Connelly nous a quand même expliqué comment avait été vécu à l'intérieur même des rangs de la police, cette défection et ce désamour du public. On parle beaucoup des crises d'identité professionnelle qui se sont fait jour pendant la pandémie. Pendant le confinement, certaines personnes ne pouvaient plus travailler ou ont tout simplement pris conscience que ce qu'ils faisaient ne leur correspondait pas, donc ils ont changé radicalement de métier. Et c'est pareil pour la police de Los Angeles. Il y en a beaucoup qui se posaient des questions sur leurs devoirs, tout simplement sur leur raison d'être. Et là, Michael Connelly nous le montre par le biais de Renée. Renée, elle se pose énormément de questions sur sa vocation de flic. Est-ce qu'elle est encore faite pour ça? Est-ce qu'elle a encore sa place dans les rangs de la police d'aujourd'hui? C'est toutes ces questions. Alors, évidemment, on sent quand même que Michael Connelly avait des doutes quand même sur la politique de Donald Trump à l'époque, même s'il ne le dit pas clairement dans le texte, s'il ne fait pas parler ses personnages dans ce sens, explicitement, on a quand même 2-3 pics, quand même. On le sent, que c'est pas, la joie dans les rangs de la police. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce fait de société qui touchait même les rangs de la police. Et ça, on nous le dit pas, de dire que les policiers ont même eux aussi des crises de vocation. On a mieux pas le dire, parce que sinon, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dit. Mais moi, j'ai beaucoup aimé la façon dont ça a été traité dans le roman. J'ai beaucoup aimé également la poursuite de la relation de Renée et de Harry Bosch. Cette relation à la fois paternelle, à la fois professionnelle, mentor-élève, mentor-apprenti, là, elle est encore plus prégnante là-dedans, mais aussi cette relation purement amicale entre un vieux briscard et une jeune femme prête à en découdre. C'est un roman qui est extrêmement actuel, parce que il nous ramène quasiment 2 ans en arrière avec des choses que nous, on a tous vécu, et c'est franchement hyper intéressant de le voir mis en scène dans un roman policier. Donc forcément, lui, il rentre parfaitement également dans la catégorie Columbo, enquête policière old school, avec ce duo d'enquêteurs, Harry Bosch et Renée Ballard. Je vous encourage vivement à découvrir ce duo d'enquêteurs que j'apprécie. C'est des enquêtes. Alors oui, il y a les méthodes actuelles, l'ADN, tout ça, la médecine légale, mais on a aussi l'enquêteur qui enquête avec son flair, avec son intuition, avec ses tripes, et aussi et surtout qui sait interpréter les indices et les faits tels qu'ils lui sont présentés. Voilà. Ensuite, j'ai écouté en audio Identité croisée de Harlan Coben, dont je vous mettrai la petite vignette ici.
Alors, identité croisée, dans identité croisée, on retrouve Wilde qu'on avait rencontré dans L'inconnu de la forêt. Moi, quand j'avais lu L'inconnu de la forêt, j'étais persuadée que c'était un one-shot, comme ne le dit à personne. Voilà, il y a un début, un enquêteur, une fin, point barre, et on n'y revient pas. Sauf que, quand j'ai lu L'inconnu de la forêt, donc je l'ai lu, et arrivé à la fin, j'ai refermé le bouquin, puis je me suis dit, Arlan, mon petit bichon, t'aurais pas oublié un truc? J'avais été frustrée de cette fin parce que, alors oui, il y a une résolution de l'enquête, mais concernant Wilde, eh ben on n'en sait pas plus. Et ça, j'avais trouvé quand même que c'était quand même l'intitulé principal du roman, c'était L'inconnu de la forêt. Et bon, bah on n'avait pas... Voilà, moi je me suis sentie frustrée par cette fin. Et quand j'ai vu Identité croisée revenait, je me dis, oh bah tiens, on retrouve Wilde. Bah peut-être qu'on aura les réponses à notre question. Et donc, au début, on se retrouve donc avec Wilde, hein, qui est un enquêteur un petit peu atypique, qui vit dans sa petite hutte, il appelle ça sa bulle, dans la forêt. Et voilà, il cherche quand même à découvrir ses racines et son passé, donc il agit gros au plein d'eau avec une pulsion. Il envoie son ADN à un site internet qui est chargé de répertorier les ADN et de les faire correspondre avec un ADN dans leur base de données. Et, coup de bol, son ADN match avec un autre ADN. Il s'avère que ce serait potentiellement un de ses cousins. Donc, Wilde va prendre contact avec le dit cousin, sauf que le dit cousin, entre-temps, il a disparu. Et que le dit cousin est une star de la télé-réalité, avec une énorme présence sur les réseaux sociaux. Et du jour au lendemain, plus de son, plus d'image, on ignore complètement où est passé ce fameux cousin. Donc, Wilde, son instinct de détective va reprendre le dessus, et il va se mettre en quête de ce fameux cousin, savoir ce qui s'est passé, ce qui lui est arrivé. Alors bien évidemment, c'est pas complètement désintéressé, parce que s'il met la main sur ce cousin, finalement il va peut-être mettre la main sur son passé et savoir comment il a atterri dans la forêt quand il était petit. Et donc l'enquête, voilà, le roman commence comme ça. On retrouve Wilde, qui n'est pas un as de la communication, hein, comme dans le premier. Il est absolument... Enfin, voilà, il a un peu de mal à donner de ses nouvelles, on va dire, et c'est quelque chose que ses proches lui reprochent énormément. On retrouve Esther, qui est avocate et qui était la mère du meilleur ami de Wilde. Elle l'a pris un petit peu sous son aile et elle n'hésite pas à lui rentrer dans la tronche pour essayer de le remettre dans le droit chemin quand il déconne un petit peu. Et elle n'a pas la langue dans sa poche, cette femme, et c'est une terreur des prétoires, parce que franchement, il y a un chapitre où il y a où elle plaide pour un procès dont on n'a jamais eu il me semble qu'on n'a jamais eu la réponse, d'ailleurs, à la réflexion. On n'a jamais eu la réponse, enfin bref. Et elle a fait une plaidoirie, les gars. Franchement, j'aimerais pas être en face d'elle. J'aimerais pas être l'avocat de la partie adverse quand elle est au prétoire, parce que dites donc, voilà, ça envoie du pâté, hein, comme on dit. Et donc, voilà. Du coup, j'ai trouvé les réponses que je n'avais pas eues dans le premier. J'ai trouvé que, voilà, c'était... voilà, on avait enfin la résolution du mystère. Et je trouve quand même que les deux bouquins se répondent, on va dire. Ils sont extrêmement complémentaires. Si vous lisez Identité croisée sans avoir lu L'inconnu de la forêt, je pense que vous allez passer à côté d'un certain nombre de choses, parce qu'il y a énormément de clés qui nous sont données dans L'inconnu de la forêt et qui trouvent écho dans Identité croisée.
Et voilà, si vous n'avez pas lu L'inconnu de la forêt et que vous voulez lire Identité croisée, je pense qu'il vous manquera quand même un petit quelque chose. Alors moi après, c'est mon côté psychorigide. Il me fallait absolument lire le tome 1 pour lire le tome 2, parce que je trouve que c'est quand même dommage de lire une série dans le désordre. Alors évidemment, c'est compliqué quand tu as une série avec 20 tomes, 25 tomes, 30 tomes, comme la saga Harry Bosch par exemple, qui dure depuis 30 ans. Donc forcément, si vous voulez tout vous retaper avant de lire les actuels, bon, forcément, ça va être un peu compliqué. Mais ça perd quand même un petit peu de son sel, on ne voit pas trop l'évolution du personnage, et ça, je trouve que c'est dommage. Enfin bon, ça reste que mon opinion personnelle, vous êtes bien en droit de faire comme vous le sentez. Mais je vous conseille quand même de lire L'inconnu de la forêt avant. Et enfin, j'avais prévu, si vous avez vu ma vidéo pile à lire pour le Black November, dans la première semaine, du 31 donc au 6 novembre, il fallait lire un thriller angoissant, terrifiant, tout ça. Et donc, moi, j'avais choisi de lire Dragon Rouge de Thomas Harris, ici aux éditions Pocket, dans une très vieille édition Pocket, d'ailleurs. Donc ici, on se retrouve avec l'enquêteur Will Graham, qui est à la poursuite d'un tueur extrêmement sanguinaire. Ce tueur s'en prend à des familles entières. Il rentre chez eux, il tue le père, la mère, les enfants, et il fait subir moultes atrocités à la femme. Les scènes de crime sont apocalyptiques. Les rapports d'autopsie sont extrêmement équivoques. Enfin, pas équivoques, mais parlants, on va dire. Et du coup, le principal enquêteur fait appel à Will Graham parce que Will a cette faculté de rentrer dans la tête du tueur en se mettant sur une scène de crime. Il se met dans la tête du tueur et essaie de remonter le fil de ce qu'il fait et pour voir des indices là où il n'y en a pas et essayer du coup de retrouver cet homme avant qu'il ne le tue à nouveau. Sauf que Will Graham, il a quand même pas mal de casseroles aux fesses. Il s'était un petit peu rangé des voitures après la capture du fameux Hannibal Lecter, qui était le Hannibal Lecter qu'on connaît du Silence des Agneaux. C'est cet homme qui a été arrêté, donc du coup il est en prison. Ça ne s'est pas fait dans la joie et la bonne humeur parce que Will garde quand même de sacrées séquelles de cette arrestation, des séquelles physiques. Il en a aussi subi des séquelles psychologiques. Ça, on le découvre quand même dans le roman. Et il s'était rangé des voitures. Mais pour John Crawford, l'enquêteur du FBI qui est sur les traces du tueur, il n'y a que lui qui peut les aider à mettre la main sur ce fameux tueur. Donc il va le chercher et Will, alors même s'il oppose un refus à son ami au départ, et ben malgré tout, il y a quelque chose qui le pousse malgré tout à y aller. Et malgré tout, il va se lancer à la poursuite de ce tueur. Et à un certain moment dans le bouquin, on le voit, ce tueur. On le voit, on apprend un petit peu ce qui s'est passé dans sa vie, dans son enfance. Tout ça pour nous expliquer peut-être pourquoi il est devenu comme ça. Et c'est très, 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 très... C'est très... Bon, voilà. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ma lecture. Ça m'a fait un bien fou de replonger dans un thriller angoissant comme on n'en écrit plus maintenant. Et je trouve ça un peu dommage.
parce qu'on est réellement dans la tête du tueur, on est vraiment dans la psychologie du tueur. Et je trouve que maintenant, c'est un peu... on fait plus la part belle aux nouvelles technologies, à l'ADN, tout ça, et moins à la psychologie, comme ce qu'on peut voir dans Esprit criminel, où on est vraiment dans l'analyse des sciences du comportement. Ici, c'est exactement ça. On est dans l'analyse des sciences du comportement, dans les tout débuts de l'analyse des sciences du comportement. J'ai trouvé ça hyper passionnant. J'ai trouvé la fin un peu moins intéressante. Elle arrive un peu vite par rapport à toute la construction du récit. Et j'ai trouvé la fin arriver un peu vite. J'ai été un peu déçue par la fin. Mais franchement, en lisant, parce que je n'avais jamais lu Dragon Rouge, mais j'avais vu le film. J'ai vu le film à sa sortie en 2002, donc il y a 20 ans, avec Anthony Hopkins dans le rôle d'Hannibal Lecter, Edward Norton dans le rôle de Will Graham, et Ralph Fiennes dans le rôle du tueur. Et franchement, quand j'ai lu certains passages du roman, j'avais les images du film dans la tête, et je peux vous dire que ça remonte quand même à il y a 20 ans, et j'avais encore, avec une netteté hyper précise, certaines scènes du film qui me revenaient en mémoire. Je vous conseille vraiment ce film. Les acteurs sont tout simplement exceptionnels, c'est hyper bien adapté. C'est vraiment un film à voir. Alors par contre, je pense à toi Jérôme, mode flippette. Je te conseille quand même de regarder ce film bien caché sous un plaid. Et un conseil, ne le regarde pas tout seul, parce que tu vas vraiment flipper. Voilà, petite blague mise à part. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé ce roman thriller angoissant à l'ancienne. C'est dommage qu'on n'en lise plus des comme ça maintenant, qu'on n'en écrive plus. Mais franchement, c'est un bonheur de replonger dedans. Je vous conseille vraiment la lecture de Dragon Rouge, où on aperçoit pour la première fois Hannibal Lecter. Et je pense que je vais lire la suite, lire Le Silence des Agneaux et ensuite Hannibal. Voilà, parce que quand même, à la base, c'est une trilogie et j'ai lu le premier tome. Alors j'ai vu le film Le Silence des Agneaux avec Jodie Foster, bien évidemment. Et je crois aussi qu'il y a eu un film sur le troisième, mais que je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Donc voilà, je pense que je ne vais pas tarder à me faire Le Silence des Agneaux en roman. Donc voilà, ce qu'as-tu lu est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu pour la première semaine du Black November, et si je vous ai donné envie de lire certains des romans que je vous ai présentés. Petit teasing pour la semaine prochaine. Je pense très sincèrement qu'on va avoir un bilan de la semaine 2 du Black November extrêmement intéressant. Donc soyez au rendez-vous. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à commenter, à partager la vidéo si le cœur vous en dit. C'est vous qui faites vivre la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!